Alors je suis tombé là-dessus, je suis tombé des nues. Est-ce que je suis étonné? Non, on s'étonne plus. Hein. Je dois dire que maintenant on s'étonne plus de rien. Le pire est toujours envisagé, est toujours envisageable, et il semblerait que comme le bon sens n'existe plus, c'est incroyable. Je sais même plus quoi vous dire tellement c'est affligeant. Bon, en tout cas, c'est dans F de Souche que j'ai trouvé ça. Agression sexuelle sur une patiente trisomique à l'hôpital parisien Sainte-Périne-Rossini. Donc, la PHP a relogé l'agresseur, Ismaïla C, et invite la victime à changer d'hôpital pour ne pas le croiser. Hein? Donc, c'est la victime qui doit fuir. C'est la victime qui doit faire place nette pour que l'agresseur, alors, tout en se demandant si cette personne est la seule personne qui a été agressée. On se pose des questions, mais il semblerait que l'hôpital parisien n'ait pas ce genre de problématique. Alors, est-ce que c'est pas plutôt eux qu'il faudrait poursuivre? On se demande, ça ferait peut-être bouger les choses. Et on a une mise à jour du 13 février 2024 de Amaury Bucco, que vous connaissez, et qui nous propose toujours pas mal d'informations utiles, mais on va revenir en arrière, on va revenir donc le 8, où on avait un extrait d'un article. Il faut dire que la situation dans laquelle se trouve Anita et sa famille a de quoi alerter depuis que l'agression sexuelle dont a été victime la patiente de 50 ans souffrant de trisomie et d'un début d'Alzheimer a été découverte par une aide-soignante en juillet 2023. L'hôpital n'a pas réagi, laissant l'état de la patiente vulnérable se dégrader considérablement. Ma mère croise encore aujourd'hui l'agresseur de ma sœur lorsqu'elle vient la voir. Elle est encore tombée nez à nez avec lui ce mercredi à 17h50 alors qu'il rentrait de sa promenade. Cet homme aurait déjà été accusé de faits similaires et n'a rien à faire dans un service de déontologie. On a même l'impression qu'il est protégé par l'hôpital puisque personne ne fait rien. Ma sœur est toujours entre ses griffes, s'indigne Victoria, la sœur de la victime. L'agresseur, Ismaïla C, aurait en effet été relogé à l'AP-HP après la fermeture de l'hôpital psychiatrique voisin où il avait été interné précédemment. Comme c'est curieux. Parmi les solutions proposées par l'hôpital à la victime et à sa famille, changer Anita d'hôpital afin qu'elle ne croise plus son agresseur. Une injustice frappante à laquelle s'opposent sa mère et sa sœur, toutes deux tutrices de la victime. Ce que nous voulons, c'est que ce mec dégage. Ce n'est pas à ma sœur de partir. Pourquoi serait-ce la victime qui doit partir ? Maman n'est pas véhiculée, l'hôpital est à 20 minutes à pied de chez mes parents et c'est ce qui lui permet de pouvoir se rendre au chevet de ma sœur, de la maintenir en vie et de prendre soin d'elle. Et d'ailleurs, qui sait si ma sœur est la seule victime au sein de l'hôpital? Et c'est vrai que c'est une judicieuse réflexion. Très affecté par la situation et suivi depuis par un psychiatre suite à des insomnies survenues après avoir eu connaissance de l'agression de sa sœur, depuis 2 mois, il est impossible pour Victoria de rendre visite à sa sœur car il lui est insurmontable de devoir croiser son agresseur que leur mère a même déjà découvert devant la porte d'Anita. Alors, on croit rêver, quoi. On croit rêver. Donc, on a Amaury Bucco dans un tweet. Bon, il bosse a priori aussi pour Valeurs Actuelles. À la fin des années 70, Cristina a fui la Roumanie communiste de Nicolae Ceausescu pour protéger sa fille trisomique Anita de la maltraitance qui sévissait dans les internats. Eh ben, dis donc, c'est raté, hein. C'est raté, puisqu'elle retrouve à peu près les mêmes situations dans notre beau pays de France. Alors, donc, Cristina et sa fille arrivent en France au début des années 80, après un passage en Allemagne. Anita y bénéficie d'une scolarité studieuse et adaptée, puis trouve du travail dans un ESAT.
En 2021, à cause de problèmes urinaires, Anita est hospitalisée dans le service de gérontologie de l'hôpital Rossini dans le 16e. Tout se passe bien jusqu'au mois de février-mars 2023 où Anita devient l'ombre d'elle-même. Elle perd l'usage de la parole, de ses jambes, sans que sa mère ne comprenne la raison. Mais un événement survenu le 27 juillet dernier va changer le regard de Christina sur cette brusque dégradation de la santé de sa fille. Dans l'après-midi du 27 juillet 2023, une soignante de l'hôpital Rossini constate que la chambre d'Anita est fermée, chose qui ne se produit en principe que lorsque des soins sont en cours. La soignante ouvre la porte derrière dans la chambre, elle constate qu'Anita est entièrement dénudée, sa couche lui a été retirée et qu'en face d'elle, dans le lit, tout aussi nu, se tient un autre patient, un certain Ismaël C, qui souffre de troubles psy et qui serait, selon un médecin, désinhibé sexuellement. La direction de l'hôpital fait aussitôt remonter l'information à Christina évoquant une probable agression sexuelle, voire un viol. Sur ce point, difficile de savoir exactement ce qui s'est passé puisque l'hôpital n'a pas réalisé d'examen approfondi de la victime, ni conservé d'éléments matériels comme les draps. Comme c'est curieux. 3 mois plus tard, en octobre, Christina décide de porter plainte pour sa fille contre ce patient pour viol commis sur personne vulnérable en espérant le faire éloigner. Et cela en vain. Elle porte à nouveau plainte le 5 décembre, mais cette fois-ci contre l'hôpital Rossini pour non-assistance à personne en danger après avoir constaté que ce patient était toujours soigné dans le même hôpital, au même étage que sa fille, sans qu'aucune décision de l'éloigner n'ait été prise. Aujourd'hui encore, malgré l'ouverture d'une enquête confiée au premier district de la police judiciaire parisienne, Ismaël Assé est toujours hospitalisé à proximité d'Anita et continue à se promener librement dans les couloirs où Christina le croise parfois. Selon le média Factuel, premier à révéler cette affaire, la députée LR Frédérique Munier a remis en main propre un courrier à plusieurs ministres leur décrivant la situation dans laquelle Anita et sa famille se trouvent. Et hier, au micro de J. Pasquet, je connais pas son de famille, de son prénom, Christina s'est confiée sur l'état de santé de sa fille, ses inquiétudes, sa douleur et son désarroi quant à l'absence de réponse tant du côté de la justice que du côté de l'hôpital. La première des choses que je demande, c'est qu'ils fassent leur devoir et qu'ils protègent ma fille. La deuxième, c'est de faire reconnaître qu'une femme handicapée mentalement reste une femme qui ressent elle aussi pareillement une agression sexuelle. Ce n'est pas une plainte, même si elle ne parle. Ce n'est pas une plante, même si elle ne parle pas. C'est monstrueux. Cette histoire est monstrueuse. Donc, on a une petite vidéo d'accompagnement. Donc, je suppose qu'on va la regarder. C'est 10 minutes. Donc, pas véritablement 10 minutes simples, mais on va écouter tout ça. En juillet dernier, que nos téléspectateurs comprennent bien, une patiente qui souffre de trisomie 21, qui a un début d'Alzheimer, aurait été victime d'une agression sexuelle de la part d'un autre patient dans un hôpital psychiatrique. Une plainte, alors c'est déjà évidemment insupportable, une plainte a été déposée par la famille et 7 mois plus tard, eh bien, l'auteur présumé de cette agression, eh bien, il est toujours, comme 7 mois auparavant, dans le même hôpital que la victime, à quelques chambres d'écart seulement. Expliquez-nous un petit peu cette situation et la maman de cette femme sera notre témoin dans une seconde. Bonsoir madame, je vous salue d'ores et déjà. Merci d'être avec nous et on vient vers vous dans une minute. Donc oui, alors les faits, ça remonte au 27 juillet. Vous avez effectivement un membre du personnel de l'hôpital qui voit que la porte d'une chambre est fermée. En principe, quand une porte est fermée, c'est qu'il y a un soin en cours. Donc elle ouvre la porte et en fait, il n'y avait pas de soin dans cette chambre. Il y avait la patiente, donc comme vous l'avez dit, qui souffre de trisomie, qui a un début d'Alzheimer, qui était entièrement dénudée sur son lit, qui avait même plus sa couche, puisqu'elle porte des couches. Et à côté, même en face sur le lit, il y avait un patient d'une autre chambre qui était lui aussi nu, face à elle. Donc aussitôt, effectivement, le personnel de l'hôpital s'est dit qu'il y avait probablement une agression sexuelle. La mère de la patiente qu'on va appeler Anita, a aussitôt été prévenue. L'hôpital a fait remonter quand même l'information. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé le média Factuel, je précise. Et en fait, la mère qu'on va avoir tout à l'heure, eh bien, a porté plainte le 24 octobre dernier. Mais elle a aussi porté plainte contre l'hôpital le 5 décembre, quelques mois plus tard. Pourquoi ? Eh bien parce que rien ne bougeait. Effectivement, l'agresseur présumé de sa fille est toujours dans l'hôpital, dans le même couloir. Parfois, elle le croise lorsqu'elle va voir sa fille. Ça, c'est quand même fou. Alors, elle a eu un entretien avec l'hôpital en août dernier, donc quelques mois après les faits. Et ce que lui a expliqué la direction de l'hôpital, puisqu'elle a enregistré cet entretien, eh bien, c'est que le médecin lui a expliqué qu'il ne voulait
à la fois pas changer l'agresseur présumé pour ne pas le dépayser. Alors, non, il faudrait pas le perturber. Il est connu, si vous voulez, comme étant plutôt agressif sur le plan notamment sexuel, pas physiquement, mais au moins verbalement. Mais voilà, il a des troubles psychiatriques. Il est marié, mais sa femme peut pas s'en occuper, donc on ne veut pas le changer de place. Et la victime, il a dit pareil. Donc en fait, finalement, la situation est totalement dingue. C'est-à-dire que finalement, cet homme, il peut récidiver en permanence depuis des mois. Vous allez le voir, le témoignage, mais cette pauvre Anita ne parle plus, en plus, donc elle ne peut pas dire ce qu'elle vit, et les conséquences sont dramatiques pour sa famille. Bonsoir madame, pour des raisons que l'on peut comprendre, nous vous appellerons Christina ce soir. Merci beaucoup d'être notre invitée. Je vais vous poser une question très simple là encore. Pour quelle raison est-ce que vous acceptez de témoigner ce soir ? Bonsoir et surtout merci de me recevoir parce que c'est assez important pour nous de voir qu'il y a des gens qui réagissent à notre souffrance et surtout à la souffrance de ma fille. Donc, monsieur, excusez-moi, répétez la question, je ne sais plus. Je comprends très bien que vous soyez un petit peu ému et il y a aucun problème, soyez détendu. Nous sommes vraiment avec vous et il y a aucun problème. Je vous demandais pourquoi est-ce que vous voulez témoigner ce soir, justement, pourquoi est-ce que vous décidez de prendre le pas de médiatiser cette affaire ? Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui me motive, c'est premièrement pour un peu accélérer les choses. Ça fait 7 mois que ma fille elle a été violée. On parle d'agression sexuelle. En réalité, c'était un flagrant délit de viol. Mais je sais que ces mots-là, on n'aime pas les entendre. Mais excusez-moi, je le dis tel que ça s'est passé et que ça m'a été relaté. Donc, d'abord, je porte plainte pour que tout le monde comprenne notre problème. Notre fille, elle est hospitalisée. Hôpital à laquelle nous l'avons confiée pour des soins sur lesquels je tiens quand même à dire que nous sommes contents des soins médicaux, de l'attention que son médecin traitant la traite. De ça, nous sommes contents. Mais en même temps, cet espace est un espace que nous considérons qu'il est sécurisé, que notre fille est en sécurité là. Et ce n'est pas vrai. Cette sécurité, les soins, c'est bien, mais où est la sécurité ? Sécurité individuelle, là je parle de ma fille, mais aussi la sécurité collective. Ma fille a été agressée par cet individu. Mais il y a d'autres personnes sur le même étage, des grandes fragilités, beaucoup plus âgées que ma fille. Et je m'interroge, où est la sécurité ? Comment elle va, madame ? Comment elle va, votre fille, aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a des séquelles ? J'ai cru comprendre qu'elle ne s'exprimait pas. Est-ce qu'elle s'exprimait ? Non. Elle s'exprimait avant cette agression et elle a cessé de s'exprimer ou vous aviez déjà un souci pour communiquer avec elle avant ? On avait, disons que ma fille ne s'exprimait pas couramment plus, je vais dire. D'accord. Elle ne s'exprimait plus de la même manière depuis à peu près 2 ans, on va dire. D'accord. Mais vous avez là une question qui m'oblige, excusez-moi. J'ai un peu refait dans ma tête l'historique. Ce problème, c'est qu'il a été attrapé en flagrant délit le 27 juillet. Mais en remémorant et en revoyant comme un film ma fille et plus que seulement dans ma tête, je me rends compte, et je l'ai exprimé ça au médecin, je crois que ces viols ont commencé bien là avant. Et depuis ce moment, je pense, mais maintenant, ayant connaissance par eux-mêmes de ce qui s'est passé, ça m'explique beaucoup des choses par rapport au changement d'état de ma fille. Elle ne marche plus, elle ne réagit plus, voilà. Mais on a bien compris, Amaury nous l'a expliqué il y a un instant, l'hôpital qui dit que cet homme il est toujours présent parce que il faut préserver son équilibre et que lui aussi est un patient atteint de troubles psychiatriques. Mais je veux dire, chacun autour de cette table, et je pense que tous les gens qui nous regardent devant leur télévision se disent mais
ils ne peuvent pas être dans la même aile, ils ne peuvent pas être à quelques chambres d'intervalle. Cet homme, il a agressé sexuellement cette jeune femme, il l'a traumatisée durablement. Et quand vous êtes en face à face avec la direction de l'hôpital, on arrive à vous regarder dans les yeux et à vous dire, madame, c'est comme ça, cet homme va rester à quelques mètres de votre fille, que ça vous plaise ou non. Et en fait, ce qui m'a été dit, c'est qu'il est désinhibé. Voilà. Désinhibé, oui. Voilà. Et on m'apprend par ailleurs que ma fille n'est pas sa première supposée victime. Incroyable. Et il y a eu dans le temps 2 autres victimes supposées, mais rien n'a été probable. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de la justice ou de l'hôpital à présent? En quelques mots, madame, si je puis me permettre. S'il vous plaît. La première des choses, c'est de faire leur devoir premier de protéger ma fille. De protéger en éloignant définitivement l'agresseur, pas sur un autre étage, parce que lui, il peut se déplacer comme moi, comme vous. Donc, et deuxièmement, faire reconnaître quelque part, c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité, de faire reconnaître qu'une femme handicapée mentalement reste quand même une femme qui ressent elle aussi pareillement une agression sexuelle. Ce n'est pas parce qu'elle est handicapée, elle n'est pas une plante, elle ne végète pas, même si elle ne parle pas. Bien sûr. Donc, de la laisser continuer sa petite, excusez-moi, misérable vie. On essaye de la remonter. Et puis, reconnaître surtout, puisqu'on parle des lois et de justice, reconnaître aussi son état de choc post-traumatique. Parce qu'on a la tendance de me dire, madame, vous savez, si elle est comme ça, c'est parce que sa maladie a progressé, certainement. Donc, tout est mis sur le dos. Or, là, on est dans un choc post-traumatique. Et je le fais aussi, pas seulement pour elle, je le fais aussi pour toutes les femmes handicapées et les hommes aussi, il ne faut pas croire, hospitalisés ou en structure d'accueil. Et puis, ce que j'attends de l'hôpital, je voudrais une réponse. Est-ce qu'il y a, moi je suis, vous m'entendez, je ne lis pas la presse, mais est-ce que l'hôpital, selon moi, l'hôpital n'a pas vocation de se substituer aux prisons. Bien sûr. Voilà. Merci, parce madame. Que dans ces cas, on dit que si ils le mettent dehors, il va arriver en prison. Leur certitude. Quel est le problème? C'est terrible. C'est terrible la situation que vous vivez et on comprend le dépit qui est le vôtre et cette grande colère que l'on ressent à travers aussi cette grande émotion qu'il y a dans votre voix. Merci beaucoup, madame. Vraiment, on suivra attentivement et Oui. Hein, alors, le problème, ça serait qu'il risquerait, s'il était foutu dehors, de finir en prison. Mais s'il finit en prison, c'est qu'il aura recommencé ses fautes et compagnie. On peut pas avoir les mots. Tout ça est révoltant, tout ça est rageant. Oui, j'ai voulu vous mettre les 10 minutes donc de cette discussion entre le journaliste et la mère de la victime, parce que c'est monstrueux. Et c'est vrai que même si est-ce qu'ils ont des possibilités autres, j'en sais rien, mais la réaction et l'attitude de l'hôpital, ça rend encore tout cela tellement plus monstrueux. C'est ignoble, c'est ignoble. C'est ignoble. Bon. Un j'aime, un commentaire. On en discute en commentaire justement. Sinon, si vous n'avez pas d'avis, mettez comme un j'aime et un commentaire pour le référencement. Partagez ça autour de vous. Si vous regardez régulièrement mes vidéos et que ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner en activant la petite cloche. On se retrouve très très vite pour un nouveau sujet sur lequel je me serai penché et qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.